Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner la deuxième partie du chapitre 6 sur les piles et cette partie porte sur les piles dynamiques. Nous allons représenter une pile dynamique à l'aide d'une liste chaînée. Si vous vous rappelez, avec les piles statiques, nous les avons représentées avec un tableau, mais pour les piles dynamiques, ils seront représentés par une liste chaînée. On peut ajouter autant d'éléments que l'on veut. Il n'y a pas de dimension maximale. Donc avec les listes chaînées, il n'y a pas de taille maximale comme on l'avait lorsqu'on traitait les piles statiques. C'est-à-dire que avec les piles dynamiques, on peut ajouter n'importe quel nombre d'éléments à cette pile. Il n'y a pas de restriction. Sur l'exemple suivant, je vais vous montrer comment faire le passage d'une pile représentée par un tableau vers une pile représentée par une liste chaînée. Regardez, sur la droite, vous avez une liste ou bien une pile représentée par un tableau. Supposons, voilà ici la première assiette qui contient la chaîne A, deuxième assiette la chaîne B et la troisième qui contient la chaîne C. D'accord? Et les éléments sont l'un à côté de l'autre. Et puis voilà le sommet. Le sommet, c'est l'indice de la position ou bien d'une position vide. C'est-à-dire après le C, le sommet va avoir la valeur. Ça c'est 0, 1, 2 et ça c'est 3. Maintenant, si on fait le passage vers une pile représentée par une liste chaînée, nous allons faire les changements suivants. Regardez, je vais créer des éléments. Voilà le premier élément, voilà le deuxième élément et voilà le troisième élément. Du moment que j'ai ici 3 chaînes de caractères, donc pour chaque chaîne de caractères, je vais créer un élément, bien une assiette. Ok, voilà la première assiette, deuxième et la troisième. Ensuite, je vais diviser cette assiette, ou bien cet élément-là, en deux parties. Première partie et deuxième. Première, deuxième, première et deuxième. Et puis, je vais mettre dans la première partie la chaîne de caractères que je souhaite gérer. J'ai ici la chaîne A, donc je vais mettre dans la première partie de l'élément, ou bien de l'assiette, la chaîne A. La même chose pour le deuxième élément, la chaîne B, et le troisième élément, la chaîne C. Ça marche jusqu'à maintenant. Donc là, je fais le passage vers une pile représentée par un tableau vers une pile représentée par une liste chaînée. Pour chaque élément que j'ai dans la pile ou bien que j'ai dans le tableau, je vais créer un élément. Et ensuite, je vais diviser cet élément-là en deux. Dans la première partie, je vais mettre la chaîne et la deuxième partie, je vais y mettre l'adresse mémoire, ou bien une adresse mémoire. Comme vous l'avez remarqué, avec les piles statiques, les éléments sont sauvegardés l'un à côté de l'autre. Je connais ou bien je sais que l'indice de A c'est 0, l'indice de B c'est 1, l'indice de C c'est 2 et la valeur du sommet c'est 3. Mais lorsque je traite une pile avec les listes chaînées, je ne connais pas ou bien je ne sais pas les adresses mémoire. C'est pour cette raison, pour les connaître, je vais ajouter ce deuxième champ ou bien cette deuxième partie qui va me permettre de sauvegarder l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. D'accord? Alors commençons par le premier élément C. Voilà. J'ai ici l'élément C ou bien la chaîne C et la deuxième partie contient une adresse mémoire. Cette adresse mémoire concerne l'élément qui va venir après. C'est l'élément suivant. D'accord? Donc je vais mettre, supposons que cet élément-là se trouve à l'adresse A2FA. Donc là, je vais mettre A2FA. Comme ça, je vais créer un lien ou bien une liaison entre l'élément qui contient la chaîne C et l'élément qui contient la chaîne B. D'accord? Ensuite, de la même manière, avec l'élément qui contient la chaîne B, je vais mettre dans le deuxième champ, bien deuxième partie, je vais mettre l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. C'est celui-là, celui qui contient la chaîne A. D'accord? Celui-là, supposons qu'il se trouve à l'adresse A2F0. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici, dans la deuxième partie, A2F0. De cette manière, je peux accéder à l'élément, bien de l'élément qui contient la chaîne B, je peux accéder à l'élément qui contient la chaîne A. D'accord? Donc ici, avec un tableau, j'ai toujours les indices du tableau qui me permettent de créer une liaison entre les différents éléments, mais avec les listes chaînées, je n'ai pas ces indices. Du moment que les éléments ne sont pas sauvegardés l'un à côté de l'autre. Je peux avoir le C par exemple ici, le B là, le A ici. Donc là, j'ai représenté l'un au-dessus de l'autre.
c'est uniquement pour faciliter la lisibilité. Mais en réalité, sur la mémoire, chacun des éléments se trouve dans un espace ou bien dans une adresse différente. C'est-à-dire, elle peut être très loin de B et celle de B peut être très loin de A. C'est pour cette raison, pour créer ce qu'on appelle une liaison ou bien une liste chaînée, nous allons ajouter dans une partie de chacun des éléments l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Donc voilà, le C va contenir l'adresse de B et le B va contenir l'adresse de A. D'accord? Comme ça, je peux, à partir de C, atteindre le B, à partir de B, je peux atteindre le A. Ça marche? Maintenant, je vais vous parler du dernier élément, c'est-à-dire le bas de la pile. Bien celui-là, c'est le A. Donc avec le A qui se trouve en bas de la pile, donc celui-là, c'est l'élément que se trouve, bien, il n'y a pas d'élément qui va venir après, c'est le dernier. C'est pour cette raison, donc dans la partie de l'adresse mémoire, je vais mettre nul pour dire que celui-là, cet élément-là qui contient la chaîne A, c'est le dernier de la pile. Ça marche jusqu'à maintenant. Donc là, j'ai créé des éléments. Chaque élément contient deux parties, la partie chaîne de caractères et la partie adresse mémoire. Et puis, cette partie de l'adresse mémoire permet d'accéder aux différents autres éléments de la pile. Le dernier élément de la pile a l'adresse nulle, du moment que c'est le dernier élément de la pile. Et puis maintenant, je vais parler du sommet. Donc ici, pour le sommet, c'est un indice. Il va contenir la valeur 0, 1, 2 et 3. Donc il va contenir la valeur 3. Par contre, avec les piles représentées par une liste chaînée, le sommet est une adresse mémoire, tout comme les autres éléments. D'accord? Alors pour le sommet, il va contenir l'adresse mémoire du premier élément de la pile. Donc là, pour le sommet, il contient une valeur bien un indice d'une position vide de la pile ou bien du tableau. Mais avec le sommet, celui-là va contenir, avec une liste chaînée, va contenir l'adresse mémoire de l'élément qui se trouve au sommet de la pile. C'est-à-dire, il va contenir l'adresse mémoire de l'élément qui contient la chaîne C. C'est-à-dire, il va contenir AF00. Donc, les adresses que j'ai mises ici, ce sont les adresses des éléments, les adresses mémoire des éléments. Celui-là, c'est un élément, bien une assiette. Cette adresse-là, AFFA, c'est l'adresse de l'assiette qui contient la chaîne B et l'adresse A2F0. Et AFF0, c'est l'adresse mémoire de l'assiette qui contient la chaîne A et nul. Donc là, comme vous l'avez remarqué, on peut faire le passage d'une pile représentée par un tableau vers une pile représentée par une liste chaînée en créant des éléments et en sauvegardant leur adresse mémoire dans une partie des éléments. Et puis pour le sommet, cette fois-ci est de type adresse mémoire. Voilà le plan que nous allons suivre pour établir ou bien pour détailler cette partie. Nous allons représenter la pile par une liste chaînée et nous allons faire les 6 étapes suivantes. D'abord, nous allons déclarer une première structure pour un élément de la pile, c'est-à-dire un élément, c'est-à-dire celui-là. Celui-là, c'est un élément. Celui-là, c'est un autre élément. Et celui-là, c'est un troisième élément. Donc la première chose que nous allons faire, c'est créer une structure pour représenter un élément de la pile. Deuxièmement, nous allons déclarer une deuxième structure pour gérer la pile. Donc pour gérer toute la pile, nous allons sauvegarder l'adresse du sommet et nous allons sauvegarder aussi la taille de la pile, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on a dans cette pile. Donc si vous avez fait la remarque, lorsqu'on traitait une pile représentée par un tableau, nous avons déclaré uniquement une seule structure, c'est-à-dire la structure de la pile qui contient un tableau plus le sommet de la pile. D'accord? Alors que avec les piles représentées par une liste chaînée, nous allons déclarer deux structures. La première structure, c'est pour gérer un élément de la pile et la deuxième, c'est pour gérer toute la pile. Ensuite, nous allons créer une procédure qui permet d'initialiser la pile, c'est-à-dire qui permet de créer une pile vide. Ensuite, nous allons ajouter un élément à la pile, c'est-à-dire nous allons créer une fonction d'empilement. Aussi, nous allons créer une fonction de dépilement
qui permet de supprimer un élément d'une pile dynamique. Et finalement, nous allons ajouter une fonction ou bien une procédure qui permet d'afficher le contenu de la pile. Voilà, nous allons commencer par la première étape qui consiste à créer la structure d'un élément de la pile. Pour définir un élément de la pile, nous allons utiliser une structure qu'on va nommer par exemple élément, ok, un élément de la pile. Et puis cet élément-là contient un ou bien plusieurs champs donnés, c'est-à-dire je peux traiter plusieurs informations, et un seul champ de type pointeur qu'on peut nommer par exemple suivant. Donc nous allons avoir un ou bien plusieurs champs donnés. Les données, c'est-à-dire les données que l'utilisateur souhaite gérer, une chaîne de caractères, plusieurs chaînes de caractères, des variables de type structure, etc. Et aussi on aura besoin d'un pointeur de type, bien d'une variable de type pointeur qu'on va nommer par exemple suivant. Suivant parce qu'elle va contenir l'adresse de l'élément qui va venir après. Alors le pointeur suivant permet d'accéder au prochain élément de la pile. Donc voilà un exemple. J'ai ici un élément de la pile qui contient la partie champ de données ou bien les informations que l'utilisateur souhaite gérer. Et aussi le suivant, voilà le pointeur suivant. Donc on dit pointeur parce qu'il contient une adresse mémoire. Voilà un exemple d'une pile qui contient une donnée de type pointeur sur un caractère ou bien un tableau de caractères. D'accord? Je vais déclarer ici, créer un synonyme type def. La structure s'appelle struct element. Et puis cette structure contient deux champs. Il y a le champ donné qui est de type pointeur sur un caractère. Et le deuxième champ, c'est quoi? Il s'appelle suivant et c'est un pointeur sur la structure élément. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de chacun de ces deux champs. Prenons le premier champ, char étoile données. Données, ça veut dire quoi? Données veut dire que c'est un pointeur sur un caractère. C'est-à-dire données contient l'adresse du premier octet du chaîne de caractères. C'est-à-dire il va contenir l'adresse mémoire du premier caractère, c'est-à-dire le premier B. La différence entre, donc on peut déclarer une variable comme ça, char étoile donnée, ou bien on peut écrire char donnée et entre crochets nous allons mettre la taille de cette chaîne, par exemple 30. D'accord? Donc la différence entre la déclaration d'une variable de type pointeur sur un caractère et un tableau de caractères, c'est dans l'utilisation. Par exemple, lorsqu'on traite une variable de type tableau de caractères, lorsqu'on va remplir cette variable, on n'aura pas besoin de faire l'allocation de la mémoire parce qu'on connaît déjà la taille de cette chaîne. D'accord? Et par contre, lorsqu'on traite une variable de type pointeur sur un caractère, avant de l'utiliser ou bien de la remplir, il faut lui allouer la mémoire parce que lorsqu'on fait char étoile donnée, on ne connaît, on ne connaît que l'adresse du premier caractère, mais on ne connaît pas la taille globale de la chaîne. Donc avant de l'utiliser, il faut lui allouer la mémoire avec la fonction emalloc. D'accord? Donc là, pour le premier champ, on peut soit utiliser un pointeur sur un caractère et là, avant de d'utiliser la variable donnée, on doit lui allouer la mémoire avec emalloc. Ou bien on peut utiliser un tableau de caractères, par exemple char donné entre crochets 30. Par exemple, on va donner à la chaîne donner 30 caractères comme taille maximale. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de lui allouer la mémoire parce qu'on a déjà fixé la taille de cette chaîne. D'accord? Voilà, ça c'est le premier, c'est ce qui concerne le premier champ. Maintenant, pour le deuxième champ, il s'appelle suivant et il est de type pointeur sur la structure élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant, c'est un champ qui contient l'adresse mémoire, pointeur, l'adresse mémoire d'une variable de type structure élément. Donc là, voilà le deuxième champ, A_F0, c'est un champ qui contient l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. C'est le suivant. Donc si on revient à la figure suivante, donc A2F0, donc cette adresse-là, c'est l'adresse de quoi? C'est l'adresse d'un élément.
voilà, de l'élément qui contient la chaîne A. D'accord? Donc cette adresse-là ou bien ce champ-là est de type pointeur sur la structure élément parce qu'il contient l'adresse mémoire d'un élément comme le B. Donc le B et le A sont des éléments similaires. D'accord? Et puis nous allons renommer ou bien créer le synonyme de la structure élément par élément. Ça marche jusqu'à maintenant, donc on a déclaré la structure d'un seul élément de la pile qui peut contenir un ou bien plusieurs champs donnés. D'accord? Pour simplifier l'étude, nous allons utiliser un seul champ de type pointeur sur un caractère. Et le deuxième champ, c'est le pointeur suivant. Il contient l'adresse de l'élément qui va venir après. Nous allons passer maintenant à la déclaration de la deuxième structure qui permet de gérer toute la pile. Donc pour manipuler une pile, nous allons utiliser les champs suivants. Il y a le champ sommet et il y a le champ taille. Pour le champ sommet, c'est un pointeur qui contient l'adresse du premier élément de la pile. Comme on l'a dit tout à l'heure sur la figure suivante, le sommet, c'est un pointeur qui contient l'adresse du premier élément de la pile. C'est-à-dire il va contenir l'adresse AF00 parce que c'est l'adresse du premier élément C. Ensuite, il y a le deuxième champ, c'est la taille, qui est un entier qui contient le nombre d'éléments qui se trouvent dans la pile. C'est-à-dire la taille, il va compter, c'est un compteur d'éléments dans la pile. Ainsi, on va utiliser la deuxième structure pile. Voilà type d'abstract pile qui contient deux champs. Le premier champ, c'est sommet. Sommet, c'est quoi? C'est un pointeur. Il contient une adresse mémoire d'une variable de type élément. Donc là, on peut créer ou bien utiliser le synonyme de la structure suivante, structure élément. D'accord? Et puis le deuxième champ, c'est la taille qui est de type int, du moment qu'on va compter le nombre d'éléments et le nombre est de type int. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième exemple un peu étendu dans lequel nous allons avoir plusieurs champs donnés dans un élément de la pile. Je vais créer une structure qui s'appelle étudiant et cette structure contient trois champs. Il y a le champ CNE de type int et puis il y a le nom et le prénom qui sont des pointeurs sur des caractères. D'accord? C'est-à-dire que le nom et les prénoms, ce sont des chaînes de caractères. Et puis je vais créer le synonyme étudiant à la structure étudiant. Donc tout à l'heure, nous avions un seul champ donné de type pointeur sur un caractère. Cette fois-ci, nous avons trois champs donnés. Il y a le CNE, le nom et le prénom. Si on souhaite représenter cette structure avec des exemples, nous allons faire comme suit. Donc nous allons créer trois étudiants. Voilà le champ du CNE, le champ du nom et le champ du prénom. Ensuite, voilà le numéro CNE, le nom et le prénom. CNE, le nom et le prénom. Et voilà le bas de la pile. Donc là, nous avons trois étudiants et chaque étudiant a un CNE, un nom et un prénom. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer d'ajouter des liens entre les trois étudiants. Nous allons ajouter des liens, c'est-à-dire dans le champ qui reste, celui-là, c'est le champ suivant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Donc supposons que l'élément 2 ou bien l'étudiant 2 se trouve à l'adresse A2FA. Alors dans le champ suivant de l'étudiant 3, qui a le CNE3, nous allons mettre A2FA. Comme ça, on peut à partir de l'étudiant 3 passer à l'étudiant 2. Et de la même manière, dans le champ suivant de l'étudiant 2, nous allons mettre l'adresse mémoire de l'étudiant 1. Supposons que l'étudiant 1 se trouve à l'adresse A20. Là aussi, nous allons mettre AA00. Comme ça, à partir de l'étudiant 2, nous pouvons accéder à l'étudiant 1. Et de la même manière, du moment que l'étudiant 1 se trouve en bas de la pile, dans ce cas-là, le champ suivant va contenir nul. Ça marche? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? En plus des champs donnés CNE, le nom et le prénom, nous avons ajouté un champ suivant qui va contenir l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après, ou bien l'étudiant qui va venir après.
Le suivant de C, c'est le 2, donc nous allons mettre ici l'adresse de 2. Et là aussi, le suivant de 2, c'est le 1, là nous allons mettre l'adresse de 1. Le suivant de 1, c'est nul, donc là nous allons mettre nul. Maintenant, nous allons mettre à jour la déclaration de la structure étudiant, c'est-à-dire en plus du CNE, le nom et le prénom, nous allons ajouter un champ suivant qui est de type pointeur sur la structure étudiant. Parce que c'est à travers ce champ-là suivant qu'on peut accéder aux différents autres étudiants de la pile. Maintenant, après avoir créé la structure étudiant, nous allons créer une structure pile avec les champs sommet et taille. Donc pour gérer toute la pile, nous aurons besoin de créer une deuxième pile avec les deux champs sommet et la taille. Donc le sommet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un pointeur qui contient l'adresse du premier élément de la pile. Supposons que le premier élément de la pile contient l'adresse A3F, donc le sommet va contenir l'adresse A3F. De la même manière, la taille va contenir le nombre d'étudiants qu'on a dans la pile. Donc, taille va être égale à 3. Ça marche? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons déclaré la structure d'un seul élément de la pile. Et puis, deuxièmement, dans cette deuxième partie, nous avons créé une structure pile qui contient deux champs. Le champ sommet qui contient l'adresse du premier élément de la pile et le champ taille qui contient le nombre d'éléments que j'ai dans la pile. Passons maintenant à quelques observations. Le pointeur sommet pointe toujours vers le premier élément de la pile parce que c'est à travers le sommet que je peux atteindre tous les autres éléments de la pile. Donc le sommet pointe toujours vers le premier élément. Ensuite, le champ taille contient le nombre d'éléments dans la pile, quelle que soit l'opération effectuée sur la pile. Donc si on fait un empilement, nous allons incrémenter la taille. Et lorsqu'on fait un dépilement, nous allons décrémenter la taille de la pile. Ensuite, pour manipuler les piles dynamiques, nous allons utiliser deux structures de données. La première structure, c'est pour définir un élément de la liste, c'est-à-dire nous allons ajouter le champ donné ou bien les champs donnés plus le pointeur suivant. Et puis la deuxième structure, c'est pour déterminer l'adresse du sommet ainsi que le nombre d'éléments ou bien la taille de la pile. Passons maintenant pour voir les différentes opérations qu'on peut effectuer sur les piles dynamiques. Et là, nous allons travailler avec la première déclaration des structures. Bien, les premières déclarations des structures, c'est-à-dire nous allons travailler avec la structure élément qui contient le champ donné et le champ suivant. Et puis la structure de la pile qui contient le champ sommet et le champ taille. C'est uniquement pour simplifier l'étude, mais on pourrait carrément travailler avec la structure d'un étudiant. C'est le même traitement sur les deux types de structures. Commençons par la première procédure qui est l'initialisation de la pile. Cette fonction est la première opération qu'on applique sur la pile et elle permet de mettre le pointeur sommet à nul et la taille à 0. C'est-à-dire pour créer une pile vide, nous allons accéder au sommet et lui donner l'adresse nulle pour dire que la pile est vide et puis la taille va être initialisée à 0. Donc pour créer la procédure de l'initialisation d'une pile vide, nous allons faire comme suit. Donc void initialisation pile étoile P, donc ça c'est la pile qu'on souhaite initialiser, c'est P. Et puis nous allons accéder aux différents champs de la structure de la pile, comme on l'a dit dans la première partie sur les piles statiques. Donc pour initialiser une pile, il faut accéder à ces champs, c'est-à-dire le sommet et la taille, et leur donner une valeur ou bien des valeurs initiales. Donc nous allons accéder au champ sommet de la variable P, de la pile P, et nous allons lui donner la valeur nulle. Et de la même manière, nous allons accéder au champ taille de la pile P et nous allons lui donner la valeur 0. Comme ça, nous avons créé une pile vide. Maintenant, nous allons passer pour voir comment faire les opérations d'empilement dans une pile. Et là, nous allons voir comment ajouter un élément dans une pile vide
et comment ajouter un élément dans une pile non vide. Voilà, la première opération, c'est l'empilement dans une pile vide. Alors, une pile vide est représentée par le schéma suivant. J'ai ici le sommet qui a la valeur nulle. Bien, l'adresse du sommet, c'est nul. Si j'ai sommet égal à nul, ça veut dire que cette pile est vide. Ça marche? Maintenant, je souhaite ajouter un nouvel élément dans cette pile. Ok, ce nouvel élément contient deux champs, le champ donné et le champ suivant. Alors, pour ajouter cet élément-là dans cette pile, voilà ce qu'on va faire. Donc, regardez les différentes flèches. Ça, c'est la flèche 1 qui part de suivant, qui va être égal à nul. Et puis le sommet qui va contenir l'adresse du nouvel élément. Donc, pour représenter ces différentes écritures, bien pour représenter ces flèches avec du code en C, nous allons faire comme suit. Donc, nous allons suivre le sens de la flèche. Donc, la flèche part de quoi? Part du champ suivant de nouvel élément. Et elle se dirige vers quoi? Vers nul. D'accord? Pour représenter cette flèche, nous allons mettre le début de la flèche à gauche et la fin de la flèche à droite. Voilà le début de la flèche qui commence à partir de nouvel élément suivant. C'est-à-dire la flèche commence du champ suivant du nouvel élément. D'accord? Et ce qu'on a à droite, c'est nul. Donc nul, c'est quoi? C'est le sommet de la pile parce que la pile est vide. D'accord? Donc là, nous allons mettre P suivant. Pardon, P sommet. Donc cette première instruction représente la première flèche. Comme je vous l'ai dit, il faut suivre le sens de la flèche. Le point de départ de la flèche, c'est le suivant du nouvel élément. Et la destination de la flèche, c'est nul, qui est représenté par le sommet de la pile. Ça marche? Maintenant, passons à la deuxième flèche qui part du sommet et qui se dirige vers le nouvel élément. Voilà, donc voilà le début de la flèche. C'est le sommet de la pile qui va être égal à quoi? Un nouvel élément. Voilà, nouvel élément. Et puis finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter la taille de la pile. Juste une remarque, c'est concernant l'ordre des instructions. En fait, l'ordre des instructions est nécessaire, il faut le respecter. Il faut commencer d'abord par l'initialisation ou bien par l'initialisation du suivant du nouvel élément par le sommet et après on va mettre à jour le sommet. Parce que si on commence par cette première instruction et on fait ici P sommet, donc là on va avoir une relation réflexive sur le nouvel élément. C'est pour cette raison il faut suivre les flèches ou bien l'ordre des flèches. Commencer d'abord par mettre le suivant du nouvel élément vers nul et la deuxième instruction c'est mettre à jour l'adresse du sommet de la pile. Maintenant, nous allons passer à un deuxième exemple, c'est l'ajout ou bien faire l'empilement dans une pile qui est déjà pleine, qui contient déjà au moins un élément. Voilà un exemple, voilà une pile qui contient un élément, voilà le sommet de la pile et voilà le suivant qui est égal à nul. Et notre objectif, c'est d'ajouter ce nouvel élément à cette pile. Comme ça, la pile finale va avoir deux éléments. D'accord? À droite, regardez ici, j'ai les changements que j'ai réalisés en utilisant des flèches. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est le suivant de ce nouvel élément, ça c'est le nouveau, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est l'autre. Donc le suivant de ce nouvel élément, c'est quoi? C'est cet élément-là, c'est celui-là. Et puis le sommet de la pile, il était avant sur cet élément-là, maintenant il va être sur le nouvel élément. D'accord? Maintenant, si on souhaite représenter les flèches 1 et 2 avec du code, voilà ce qu'on va faire. La flèche 1 commence à partir du suivant du nouvel élément et se dirige vers quoi? Vers le sommet de la pile. Voilà ça, celui-là, c'est le sommet, avant de le mettre à jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est nouvel élément suivant va être égal à P sommet. D'accord? Le suivant du nouvel élément va être égal à quoi? Au sommet de la pile. Maintenant, je vais modifier le sommet. Donc le sommet était là au début. Maintenant, je vais modifier le sommet
Donc le sommet va être égal à quoi? À nouvel élément. Voilà, P sommet va être égal à nouvel élément. Et finalement, je vais incrémenter la taille de la pile. Comme vous l'avez remarqué, vous allez trouver que l'ajout d'un élément dans une pile vide ou bien non vide revient à écrire le même code. Donc là, on a toujours le même code. Nouveau élément suivant égal à P sommet. Là aussi, nouvel élément suivant égal à P sommet. Et la deuxième instruction, c'est P sommet égale à nouvel élément. Et là aussi, P sommet égale à nouvel élément. Donc pour ajouter un nouvel élément dans une pile, il suffit d'exécuter les trois instructions suivantes. D'accord? Maintenant, nous allons voir les différentes étapes de l'empilement. D'abord, nous allons déclarer l'élément qu'on souhaite insérer, c'est-à-dire cet élément-là. On souhaite l'ajouter dans la pile, donc il faut le déclarer. Ensuite, on doit lui allouer la mémoire si la variable à empiler est de type pointeur. Ensuite, nous allons remplir le champ donné du nouvel élément. OK. Après, on va relier le nouvel élément à la pile. D'accord? C'est-à-dire relier le nouvel élément à la pile avec la flèche 1. Et puis mettre à jour le pointeur sommet vers le nouvel élément. C'est-à-dire nous allons mettre à jour la flèche 2, le sommet. Et finalement, nous allons mettre à jour la taille de la pile. Nous allons voir ensemble la fonction de l'empilement. Cette fonction permet d'ajouter un élément dans la pile et la fonction retourne 0 en cas de succès et moins 1 sinon. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans l'empilement, la fonction va retourner moins 1. C'est pour cette raison, la valeur de retour de empilé, c'est un entier qui peut avoir soit la valeur 0, soit moins 1. La fonction empilé demande en paramètre deux arguments. Il y a le nom de la pile, P. Il y a aussi la chaîne de caractères que je souhaite mettre dans le champ donné. D'accord? Donc là, je vais mettre la chaîne, bien le contenu de la variable data. Maintenant, je vais faire la première étape, c'est-à-dire la déclaration du nouvel élément que je souhaite ajouter. Donc je vais mettre élément étoile, nouvel élément. Ensuite, je vais lui allouer la mémoire. C'est l'étape numéro 2. Pour lui allouer la mémoire, donc nouvel élément est de type élément. Donc je ne connais pas vraiment quelle est la taille exacte de cet élément-là. C'est pour cette raison je vais utiliser la fonction sizeOf pour allouer la mémoire. C'est-à-dire que c'est le compilateur qui va se charger d'allouer la mémoire à cette variable. Donc je vais mettre nouvel élément égale élément étoile et malloc sizeOfElement. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un cast, élément étoile, parce que la fonction malloc retourne par défaut une variable de type char étoile. Et du moment que je suis en train de traiter des variables de type élément étoile, donc là, je vais mettre un cast pour que la valeur de retour soit de type pointeur sur un élément. D'accord? Donc là, j'ai fait l'allocation de la mémoire pour le nouvel élément. Ensuite, je vais faire une vérification. Si nouvel élément est égal à nul, c'est-à-dire si l'allocation de la mémoire a échoué, dans ce cas-là, je vais retourner moins 1. Rappelez-vous que la fonction malloc retourne une valeur nulle si l'allocation de la mémoire a échoué. Donc si nouvel élément reçoit nul, ça veut dire que malloc n'a pas réussi à allouer la mémoire pour le nouvel élément. Et de cette manière, je ne pourrai pas continuer et je vais sortir de la fonction avec moins 1. Parce que si je n'arrive pas à allouer la mémoire pour le nouvel élément, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de poursuivre les processus de l'empilement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allouer la mémoire pour le champ donné. Rappelez-vous que le champ donné est de type pointeur sur un caractère. Donc avant de l'utiliser, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui allouer la mémoire nécessaire. Donc pour lui allouer la mémoire, je vais faire comme suit, nouvel élément, tiret supérieur donné, c'est-à-dire pour accéder au champ donné du nouvel élément. Et je vais lui allouer la mémoire avec la fonction malloc. Donc dans cet exemple, je vais lui allouer 50 caractères. Ça marche? Et là aussi, je vais faire un test. Si le champ donné du nouvel élément est égal à nul, c'est-à-dire que l'allocation de la mémoire pour le champ donné a échoué, dans ce cas-là, je vais retourner moins 1. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'allocation de la mémoire et je ne pourrai pas continuer, c'est-à-dire que je vais sortir. Lorsque je trouve le mot retourner, c'est-à-dire que je vais sortir de la fonction. Ensuite, si tout va bien, si l'allocation de la mémoire pour le nouvel élément a réussi, ainsi que pour le champ donné,
dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le contenu de data dans le champ donné. C'est-à-dire, je vais remplir ce champ donné par la valeur de data qui est en paramètre d'entrée. Ça marche? Donc, pour faire la copie d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères, je ne peux pas faire égal. D'accord? Donc, je suis obligée d'utiliser une fonction spécifique pour copier une chaîne de caractères dans une autre. Et cette fonction s'appelle strcpy, qui se trouve dans la bibliothèque string.h. Donc je vais faire comme suit, strcpy, nouvel élément tiré supérieur donné, virgule data. Donc cette fonction demande deux paramètres. Il y a premier paramètre et le deuxième, et elle consiste à copier le deuxième paramètre dans le premier. C'est-à-dire je vais copier data dans le champ donné de nouvel élément. Ça marche? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré le nouvel élément, on lui a alloué la mémoire, puis on a alloué la mémoire au champ donné de nouvel élément parce que donné est de type pointeur. S'il était de type chaîne de caractères ou bien un tableau de caractères, on n'aura pas besoin de faire l'allocation de la mémoire. D'accord? Ensuite, nous allons copier le contenu de data dans le champ donné de nouvel élément. Et après, nous allons ajouter le code des différentes flèches, bien des différentes flèches. C'est-à-dire, nous allons mettre nouvel élément suivant égal à P sommé. Voilà, nouvel élément suivant reçoit P sommé. Et puis P sommé reçoit nouvel élément. Voilà, P sommé, nouvel élément, c'est la flèche numéro 2. Et après, je vais incrémenter la taille et retourner 0 parce que la fonction empilée retourne 0 en cas de succès. Donc si on retourne 0, ça veut dire que toutes ces opérations se sont réalisées avec succès et l'empilement a été réalisé sans problème. Maintenant, nous allons passer à l'opération inverse, c'est-à-dire l'opération de suppression ou bien de dépilement. Alors, pour supprimer ou bien ôter ou bien dépiler un élément de la pile, il suffit de supprimer l'élément vers lequel pointe le pointeur sommé. Parce que si on souhaite supprimer un élément de la pile, il faut supprimer l'élément vers lequel pointe sommé. Alors, voilà une figure qui représente l'opération de dépilement. J'ai une pile qui contient deux éléments. Voilà le sommet sur le premier élément, voilà le suivant. Celui-là, c'est le dernier, donc son suivant est égal à nul. Maintenant, si je souhaite enlever le premier élément de la pile, voilà ce que je vais faire. Donc, au début, je vais créer une variable qui s'appelle subélément, qui va contenir l'adresse du sommet de la pile, ou bien du premier élément de la pile. D'accord? Et après, je vais modifier l'adresse du sommet. En fait, là, il faut absolument suivre les étapes ou bien l'ordre des flèches. Il faut d'abord enregistrer l'adresse du premier élément de la pile et après changer l'adresse du sommet. D'accord? Si on fait l'inverse, on risque de ne pas faire l'opération de dépilement correctement. Donc là, supposons qu'on va commencer par l'opération de modification du sommet. Donc si on fait la modification du sommet, d'abord, on ne va pas avoir accès au premier élément de la pile, parce que si on modifie le sommet, on aura uniquement accès au deuxième élément de la pile et celui-là va être perdu. Alors que avant de changer l'adresse du sommet, il faut libérer l'espace mémoire qu'on a déjà alloué au premier élément. Comme vous vous rappelez, dans l'opération de l'empilement, nous avons alloué la mémoire pour le nouvel élément et nous avons alloué la mémoire pour le champ donné. Alors maintenant, dans l'opération de dépilement, il faut libérer tous les espaces mémoire que nous avons déjà alloués. C'est-à-dire, il faut libérer l'espace mémoire que nous avons alloué au champ donné. Aussi, il faut libérer l'espace mémoire que nous avons alloué à un nouvel élément. D'accord? Alors maintenant, si on souhaite représenter ces différentes flèches avec du code, donc regardez ici, j'ai sub-élément qui va contenir l'adresse du sommet de la pile. Celui-là, c'est le sommet. Donc là, sub-élément égale à P sommet. Et puis la deuxième flèche, c'est sommet. Sommet va contenir l'adresse du suivant de celui-là, c'est-à-dire le deuxième élément de la pile. Donc là, comment y accéder à celui-là? Je vais mettre P sommet va être égal à P sommet suivant.
D'accord? Ou bien je peux écrire ici sup élément suivant parce que P sommet c'est quoi? C'est sup élément. Ça marche? Et finalement, je vais décrémenter la taille de la pile. Donc, ce que je vous demande de retenir ici, c'est qu'il faut d'abord commencer par la sauvegarde de l'adresse du premier élément de la pile et après changer l'adresse du sommet. Je vais vous donner ici les différentes étapes à suivre pour faire un dépilement réussi. D'abord, il faut déclarer une variable sub-élément de type pointeur sur un élément. Le voilà. Ensuite, le pointeur sub-élément va contenir l'adresse du sommet. C'est-à-dire on va y mettre l'adresse du sommet de la pile. Ensuite, le pointeur sommet va pointer vers le deuxième élément, c'est-à-dire après la suppression du premier élément, le deuxième deviendra le sommet. D'accord? Donc nous allons changer l'adresse du sommet qui va pointer sur le deuxième élément de la pile. Ensuite, nous allons libérer la mémoire avec free. Donc l'espace mémoire qu'on a déjà alloué à cet élément-là, on va le libérer. Et finalement, nous allons décrémenter la taille de la pile de 1. Voilà la fonction de dépilement. Cette fonction va renvoyer ou bien va retourner 0 en cas de succès et -1 en cas d'échec. Je vais d'abord déclarer la variable sub-élément de type pointeur sur un élément. Et puis avant de faire le dépilement, je vais faire un test si la pile n'est pas vide. Parce que si la pile est vide, je ne peux pas faire de dépilement. Et pour vérifier si une pile est vide, je vais comparer sa taille avec 0. Donc si la taille de la pile est égale à 0, ça veut dire que la pile est vide. Et dans ce cas-là, je ne peux pas faire de dépilement. Et je vais retourner bien sûr -1. Sinon, si la pile n'est pas vide, je vais faire quoi? Je vais mettre dans sub-élément l'adresse du sommet. Et puis, l'adresse du sommet va être mise à jour, c'est-à-dire le suivant, le deuxième élément de la pile va devenir le sommet. Et puis, je vais libérer l'espace mémoire que j'ai déjà alloué au champ donné. Et je vais libérer aussi l'espace mémoire que j'ai alloué à élément, à celui-là. D'accord? Donc, l'ordre des instructions ici, il est très important. Je dois d'abord libérer le champ donné et après libérer sub-élément. Parce que si je commence avec sub-élément, je vais perdre l'adresse du champ donné. Je ne peux pas y accéder. D'accord? Donc l'ordre des instructions est important. Et après, je vais décrémenter la taille et retourner 0 pour dire que le dépilement s'est effectué avec succès. Passons maintenant à l'opération d'affichage des éléments de la pile. On va se positionner au sommet de la pile. Ensuite, on va utiliser le pointeur suivant pour parcourir toute la pile. Et puis, nous allons utiliser la taille de la pile pour afficher tous les éléments. Donc pour afficher le contenu de la pile, nous allons utiliser un pointeur qui va parcourir chacun des éléments de la pile. Comme vous le savez, on a le pointeur sommet qui contient l'adresse du premier élément, mais ce pointeur-là, on ne pourra pas le déplacer parce que si on déplace le pointeur suivant, le pointeur sommet vers le deuxième élément, le troisième, etc., on va perdre notre pile. D'accord? C'est pour cette raison, il faut qu'on ne déplace pas l'adresse du sommet. Par contre, ce qu'on va faire, c'est utiliser une variable intermédiaire, courant par exemple, ou bien temporaire, qui va être initialisée à l'adresse de sommet. Et ce courant-là qu'on va déplacer d'un élément à l'autre. D'accord? Donc regardez ce qu'on va faire. Nous allons déclarer une procédure affiche qui demande d'entrer le nom de la pile. Et puis nous allons déclarer courant, une variable courant qui est de type pointeur sur un élément. Donc courant, c'est un pointeur sur un élément, contient l'adresse d'une variable de type élément. Et puis nous allons déclarer la variable i qui va servir de compteur. Et puis je vais initialiser le courant à l'adresse du sommet. Donc courant va être égal à sommet. Ensuite, je vais utiliser une boucle for i allant de 0 jusqu'à la taille de la pile i++. Donc j'ai ici 3 éléments, donc je vais être égal de 0 jusqu'à la taille. Je vais accéder au champ donné de courant. Voilà le champ donné, c'est cc. Ok, je vais l'afficher du moment que cc est de type chaîne de caractères, %s. Donc une fois affiché, je vais passer ou bien à l'élément suivant, c'est-à-dire je vais incrémenter courant. Pour incrémenter courant, je vais mettre courant égal à courant suivant. Et de cette manière, courant va être ici. Et je vais afficher la chaîne B
et je vais passer à l'élément suivant. Je vais afficher le A et je vais sortir parce que j'aurai atteint la taille de la pile. Ça, c'est une première version pour écrire la fonction ou bien la procédure d'affichage. Il y a une deuxième dans laquelle on peut utiliser les adresses mémoire. C'est-à-dire tous les éléments ont une adresse suivante qui est différente de nul, sauf le dernier. Donc si j'arrive à un élément dont l'adresse du suivant est égale à nul, cela veut dire que je suis arrivé à la fin. Donc là, je peux ne pas utiliser la taille comme critère et je peux utiliser la boucle while. Donc tant que l'adresse de l'élément est différente de nul, ok, je vais afficher la valeur et je vais incrémenter l'adresse de courant. Donc là, pour faire l'affichage des éléments d'une pile, je peux soit utiliser la taille de la pile pour reconnaître le nombre d'éléments, ou bien je peux utiliser un test sur la valeur de suivant, ou bien l'adresse de l'élément. Si l'adresse de l'élément est différente de nul, ça veut dire que j'ai encore des éléments à lire. Et si c'est égal à nul, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin de la pile. C'est ainsi que prend fin notre chapitre 6 sur les piles et on se retrouve dans un prochain chapitre, Inch'Allah. Merci de votre attention.